Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité, c'est 100% Alsace, sur Alsace 20, c'est 100% régional, et c'est Sabrina Keller, la présidente de Femmes de Foot, qui nous rejoindra dans quelques minutes, accompagnée de Jérémy Stempflin. Il défend une cause, marcher pour respirer. Tanguy Flores, c'est l'actu de Tchap avec une créatrice de mode à Strasbourg. Elle va bientôt faire le Paris Fashion Week. Où va l'Alsace, s'interroge Bernard Remeau dans cette réédition de chronique de Saison d'Alsace. Et on prépare déjà Noël à la maison de la machine à coudre et à repasser. Claudine Villeman sera notre invitée. Juste avant, c'est le JT, Anna Britz. Bonsoir à tous, c'est dans l'actualité ce soir. Des ministres de passage en Alsace, aujourd'hui avec Bruno Le Maire à la bibliothèque humaniste de Célestat et Julien de Normandie à Mulhouse pour évoquer la lutte contre l'habitat indigne. Si de plus en plus d'Alsaciens créent leur entreprise aujourd'hui, nombreux sont ceux qui mettent rapidement la clé sous la porte. Alors, comment mettre toutes les chances de son côté ? Il y avait des réponses à trouver aujourd'hui au salon Créer et développer sa boîte. Et puis on vous emmènera à découvrir de très près l'horloge astronomique de la cathédrale de Strasbourg. Après 2 mois de travaux de rénovation, elle sera à nouveau visible à partir de la semaine prochaine. Mais pour commencer, à 6 mois des élections européennes, la chancelière allemande Angela Merkel était au Parlement européen cet après-midi, une venue organisée dans le cadre d'une série de débats sur l'avenir de l'Europe. Elle a plaidé à son tour pour la création d'une armée européenne et défendu sa vision de l'Union. Politique, suite, 2 ministres se sont succédés en Alsace aujourd'hui. À Mulhouse d'abord, c'est le ministre chargé de la ville et du logement, Julien de Normandie, qui s'est déplacé pour évoquer la lutte contre l'habitat dit indigne. Un plan national doit permettre d'aider à la rénovation des copropriétés insalubres. Le quartier des Coteaux à Mulhouse est un des 14 sites ciblés de cette stratégie nationale. Des annonces qui résonnent particulièrement après le drame survenu à Marseille. On l'écoute tout de suite au micro de Marine Sis. C'est 3 milliards d'euros. 3 milliards d'euros qu'on va investir avec nos opérateurs, avec nos partenaires pour accompagner les collectivités locales, pour trouver des solutions innovantes, pour s'assurer que ces copropriétés dégradées, elles puissent soit être transformées, soit être réhabilitées, soit être ajustées, mais faire en sorte que l'habitat qui est parfois fragile, parfois insalubre, on puisse demain le rénover efficacement. Et donc ce matin à Mulhouse, je mettais en place le comité de pilotage de la mise en œuvre de ce plan pour l'agglomération de Mulhouse. Et sur Mulhouse, c'est plusieurs copropriétés qui sont fragiles, qu'on a d'ores et déjà identifiées avec les élus locaux. C'est 5 copropriétés prioritaires, mais il y en a d'autres qui feront également l'objet de ce plan. Et au même moment, à Célestat, c'est le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, qui inaugurait la bibliothèque humaniste. On l'écoute tout de suite, il est au micro de Camille Roland. Avoir une architecture aussi belle que celle de Rudi Ricciotti ici en Alsace pour accueillir ce qui sera sans doute la plus grande bibliothèque humaniste en France et en Europe, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Donc ça doit être salué. Et au-delà de la culture, c'est économiquement pour la ville de Célestat, pour l'Alsace et pour l'ensemble de la France un point d'attractivité supplémentaire. Ce qui fait la force de la nation française, je l'ai dit tout à l'heure, c'est notre culture. C'est ce qui unit les Français. Et puis c'est ce qui rend notre territoire particulièrement attractif. Vous allez avoir des dizaines de milliers de visiteurs, j'en suis convaincu, qui vont venir ici à Célestat pour voir les manuscrits, pour voir les incunables, pour voir les cartes que j'ai vues tout à l'heure, qui sont absolument merveilleuses, des cartes du XVIe siècle de l'Europe et du reste du monde. Ça va attirer des dizaines de milliers de visiteurs ici en Alsace. Et dans l'après-midi, Bruno Le Maire a poursuivi sa visite alsacienne en se rendant à Illkirch où il a tenu une conférence devant les étudiants de l'IUT Robert Schuman. De plus en plus d'entreprises sont créées chaque mois en Alsace, mais nombreuses sont celles qui ne dépassent pas leur première année. Alors pour aider les entrepreneurs à créer, mais surtout à faire durer leurs projets, le salon Créer et développer sa boîte donnait tous les conseils aujourd'hui au Palais des Congrès, une 7e édition pour ce salon organisé par l'Eurométropole de Strasbourg et la CCI dans le cadre de la Semaine de l'entrepreneur européen, un reportage de Camille Roland.
7000 entreprises alsaciennes voient le jour chaque année. Autant de créateurs et repreneurs d'entreprises qui font leur premier pas dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Pour donner de meilleures chances à leurs projets, ils ont besoin de conseils et d'accompagnement. Et c'est au salon Créer et développer sa boîte, organisé par la CCI et l'Eurométropole de Strasbourg, qu'ils peuvent en trouver. L'Alsace est une terre de création d'entreprises, puisqu'on a près de 10% d'entreprises nouvelles chaque année, là, depuis 2-3 ans, ce qui est plutôt très bien. Ça prouve une belle dynamique aussi de notre territoire, en plan économique. Et, en fait, il y a deux démarches. Il y a les démarches de celles et ceux qui vont aller tout seuls, faire leur truc dans leur coin, ne pas s'intéresser à ce qui se passe et qui fait quoi, et qui ont en moyenne des taux d'échec de 50% à 3 ans. Là, on peut estimer que c'est beaucoup. Vous avez raison. Par contre, quand on est dans un contexte bien organisé, bien accompagné, bien conseillé, et que le ou la porteuse du projet a envie d'aller plus loin et de bien faire valider les choses, on a quand même un taux de réussite de 90% à 5 ans. Les secteurs les plus dynamiques en matière de création d'entreprises sont ceux du bâtiment, du commerce et des services, mais beaucoup disparaissent aussi vite. 62 exposants, experts comptables, banques, assureurs, structures de prévoyance, avocats, sont ainsi à l'écoute des entrepreneurs pour les accompagner sur la durée. Une entreprise ou deux est amenée à déposer le bilan. Alors, quelles sont les difficultés par rapport à ça ? C'est que finalement, l'étude du projet n'a pas été faite suffisamment en amont pour valider en fait la cohérence du projet, de réaliser les bons choix, de réaliser la bonne stratégie, que ce soit sur la stratégie marketing commercial, la stratégie produit, mais aussi la bonne adéquation en termes de montage financier. Généralement, quand ils créent, ils sont seuls. Et cette solitude, on essaye de la briser en étant présent. C'est-à-dire un chef d'entreprise qui est là pendant 2 ans, tous les mois, et il parle justement de tous les problèmes qu'ils rencontrent. On se rend compte qu'ils ont quand même souvent les mêmes problématiques qui apparaissent. Les ressources humaines, la partie commerciale. Une économie qui est quand même compliquée en ce moment, depuis quelques années. Et souvent, les entreprises ne sont pas prêtes ou n'ont pas réfléchi à leur développement, à une stratégie de développement. Ils n'ont pas su lire en fait, les évolutions économiques. On accompagne nos clients justement pour essayer d'éviter les écueils économiques qu'ils peuvent rencontrer. Quand je dis écueils économiques, ça peut être aussi des écueils liés au social, à leurs salariés, toutes sortes, tout ce qui compose une entreprise en fait. Des ateliers, conférences et crash tests permettent aux visiteurs de tester leurs projets, développer leur réseau, apprendre à rédiger un business plan ou encore améliorer leur performance commerciale tout au long de la journée. Autre salon économique d'envergure, celui d'une Made in France qui se tenait à Paris. Et qui dit Made in France dit forcément Made in Alsace. Parmi les 450 exposants des secteurs de la mode, de la gastronomie, de la décoration ou encore du jouet, Nora Bouriois a rencontré 2 Alsaciens, Stork et Matière Française. S'habiller 100% Made in Alsace, c'est possible avec la marque Storks. Née en 2012 sous le signe de la cigogne, elle participe au salon du Made in France depuis 6 ans. Sa cible, une clientèle plutôt masculine qu'elle habille avec des t-shirts, chaussettes, polos et boxers en matières premières biologiques ou recyclées. On fait une quarantaine de dates de salons dans l'année qui nous permettent d'être au contact direct avec le consommateur final, de lui expliquer notre démarche, de lui raconter notre réalité à nous, lui dire où on fabrique, avec qui, comment, avec quelle matière, à quel prix de revient, transparence 100%. Donc sur storks.fr, vous retrouvez les mêmes articles que sur les salons, au même tarif, toute l'année. Après avoir traversé la crise, la filière textile alsacienne entend bien montrer qu'elle est toujours là. La marque Matière Française en est une parfaite illustration. 4 sociétés alsaciennes se sont regroupées pour proposer du prêt-à-porter féminin avec des tissus de qualité. Une boutique existe déjà à Colmar. Filéa, Velcorex qui est le leader mondial du velours, Tissage et Chaume qui est un grand fournisseur et un partenaire historique de Chanel qui a été créé en 1908. Eh bien, vous avez une grande richesse de matière. Emmanuel Ang également de Hirzing qui est un grand spécialiste du tissettin. Donc énormément d'archives, énormément d'histoires et ça nous permet effectivement de proposer une collection très riche et très variée. 63% des Français déclarent privilégier des produits régionaux pour soutenir l'économie locale et préserver l'environnement. Ces marques alsaciennes semblent donc avoir un bel avenir.
RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et pour finir, on lève le voile sur les travaux de restauration de l'horloge astronomique de la cathédrale de Strasbourg. Cachés du public depuis 2 mois, les mécanismes, anges et apôtres, ont subi un dépoussiérage et une rénovation très minutieux. On prend un peu de hauteur sur tout cela et Cécile Motz vous emmène les découvrir de très très près. À l'abri des regards, derrière la toile, les anges se refont une beauté. Depuis le 17 septembre, une bâche cache le buffet de l'horloge astronomique qui s'offre un petit coup de jeune. Et elle en avait bien besoin, ce chef-d'œuvre du XVIe siècle, retravaillé au XIXe, rassemble le savoir astronomique de l'époque et un système d'horlogerie presque unique au monde. Un mécanisme caché dans un écrin de 18 mètres de peinture, boiserie et sculpture qui ont un peu souffert du temps. Comme il fallait enjamber l'horloge et la protéger pendant la durée sur les vitraux, il était très séduisant de profiter de cet échafaudage pour entretenir, restaurer également l'horloge. C'était malgré tout compliqué parce que ça ne nous laissait que 2 mois de temps de travail sur le buffet et il y a eu toute une logistique à mettre en place et une course contre le temps. Vous voyez, on est dans une horloge, ça nous poursuit. On n'a jamais pu s'occuper complètement de ce buffet faute d'échafaudage depuis 1945, depuis la première phase où il a fallu aller combler les vitraux qui avaient été en partie endommagés par les bombardements. Mais cette opération de 1945 a été conduite assez vite dans le contexte de la libération et n'a pas été documentée. Si bien que jusqu'à présent, nous ne savions pas très bien sur le buffet quel décor datait de quelle époque et aux travaux proprement dit d'entretien et conservation qui étaient conduits par l'équipe, on a ajouté des travaux d'études archéologiques et techniques qui nous permettent maintenant de savoir presque centimètre par centimètre l'histoire de ce buffet. Bois rongé par des insectes ou moisissures, peinture écaillée, détérioration des matériaux, les stigmates du temps qui passe sont nombreuses. Mais au-delà de cette usure, il s'agissait aussi pour les 6 restaurateurs d'art de corriger les dégradations liées à d'anciennes restaurations. Bien ici, vous voyez cette partie, elle est cassée. On a des fentes à de nombreux endroits. On a des trous de clous, c'était cloué dans tous les sens, donc tous les clous ont été enlevés. Et cette partie n'a finalement pas été recollée, elle a simplement été fixée par 2 vis en cas de nécessité future d'un démontage plus important. Il n'y aura pas à défaire un collage, il y aura simplement à défaire 2 vis pour accéder plus à l'intérieur du système. L'œuvre traverse non seulement les décennies, les siècles, donc il y a une échelle de temps qui nous dépasse. Donc on est au service de la transmission de ce patrimoine. Et c'est pour ça qu'il faut aussi des matériaux réversibles et stables dans ce que nous faisons, parce que les choses peuvent s'altérer. Ensuite, ici dans la cathédrale, il y a des changements d'humidité relative, donc le bois gonfle, il se rétracte, tout ça, ça peut créer des tensions. Donc il ne faut pas que nos interventions rajoutent, il faut au contraire qu'elles permettent les mouvements du bois pour éviter de nouvelles altérations. Pour découvrir les résultats, encore un tout petit peu de patience. Ils seront visibles par le grand public dès le 19 novembre prochain, quand la bâche sera enlevée. Pour les 8 plateaux de l'échafaudage, il faudra attendre janvier. Entre-temps, le mécanisme de ce calendrier perpétuel ne se sera jamais arrêté. Et c'est l'heure maintenant de l'image du jour d'Oliviane. Quand l'un des meilleurs photographes de la région tombe amoureux des couleurs de l'automne, ça donne d'étonnantes photos de la campagne alsacienne. František Zvardon a promené ses appareils près du Climont, à Fréland, au Rocher du Coucou ou dans la forêt de Saverne, et c'est juste sublime et à découvrir gratuitement sur son compte Facebook. Que notre Alsace est belle, comme disait l'autre. Merci beaucoup Anna pour cette information. Tanguy Flores nous rejoint, c'est le plateau du mardi soir avec Sabrina Keller, accompagnée de Bernard Remeau, journaliste et éditeur, Jérémy Stempflin qui est l'invité de Sabrina et notre invitée Claudine Villeman. Soyez les bienvenus
Installez-vous, on va parler d'où va l'Alsace. Ce sont des chroniques intemporelles qui avaient été publiées dans Saison d'Alsace, mais c'est juste après la météo. Les artisans du son à Mulhouse, le spécialiste du matériel hi-fi et vidéo en Alsace depuis 40 ans, vous présentent la météo. Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre météo de mercredi 14 novembre. Regardons ce que nous réserve le temps. En matinée, pas mal de brouillard sur l'ensemble de la région du Bade-Wurtemberg ainsi que du côté de Strasbourg ou encore dans le sud du Haut-Rhin. Pour le reste du territoire alsacien, ça restera couvert sous pas mal de nuages. Seules quelques éclaircies pointeront le bout de leur nez, ce sera pour la Suisse. Côté Mercure, 4 degrés de moyenne un petit peu partout en Alsace, 5 la maximale du côté de Baldersheim, Sossheim ou encore Altkirch, entre 3 et 5 degrés pour la région du Bade-Wurtemberg et 6 degrés. La maximale du territoire, ce sera pour Bâle. L'après-midi, ça s'arrange, beaucoup plus de soleil un petit peu partout avec toujours des passages nuageux sur l'ensemble du territoire transfrontalier. Les températures, quant à elles sont en baisse. 11 degrés de moyenne un petit peu partout en Alsace, 9 degrés la minimale, ce sera pour Saverne, 12 degrés de maximale pour le sud du Haut-Rhin. Voici tout de suite vos prévisions maintenant de jeudi et le grand retour du soleil pour tout le monde. 12 à 14 degrés de moyenne un petit peu partout en Alsace, 14 degrés également pour la région du Bade-Wurtemberg et 15 la maximale du territoire, ce sera pour Bâle. Mercredi 14, nous fêterons les Sidoines. Le soleil se lèvera à 7h35 pour se recoucher à 16h50 et oui, on perd encore 3 minutes de soleil. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent moment sur Alsace 20. Salut! Retrouvez les artisans du son à Mulhouse lors du 40e salon de la hi-fi et du home cinéma du 23 au 25 novembre de 10h à 20h. Où va l'Alsace? On en parle maintenant avec Bernard Remeau, journaliste éditeur. Comment allez-vous? Très bien. On est ravis de vous accueillir. Ce sont des chroniques intemporelles, comme vous l'écrivez sur la couverture, qui était parue dans Saison d'Alsace, période 1990-2010 quasiment, dans cet intervalle-là. Alors, évidemment, j'ai lu, je suis re-rentré, j'en avais déjà lu, disons, à l'époque. Et vous parlez à un moment donné de néo-autonomisme. Alors ça tombe plutôt bien, parce que ça a été, Tanguy Flores, très commenté ce week-end avec ce drapeau qui était sur la cathédrale de Strasbourg. On n'a pas pu y échapper, ce sont des images de Chap. Ce drapeau, qu'est-ce qu'il vous inspire? Est-ce que c'est le retour du néo-autonomisme? Là, on a vu un drapeau français. Oui. Oui, c'était pas le drapeau alsacien. C'est pas le Rotunvis qu'on a vu là? C'était le bleu, blanc, rouge. Il y avait le drapeau rouge. Rotunvis, ça c'était le drapeau français. Ah d'accord. Autant pour moi, c'est moi qui l'ai mal. Il y avait le drapeau Rotunvis rouge et blanc qui a été posé le 11 novembre. Oui. Mais là, c'était le drapeau français, ce qui me convient très bien. Oui. Je dois dire. Et le drapeau Rotunvis qui était placé? C'est une provocation, pourquoi pas, ça aide à réfléchir, à débattre, mais je trouve que c'est vraiment des positions d'un autre temps et qui ne sont pas fécondes aujourd'hui pour l'Alsace. On est au XXIe siècle et il y a un relan de vieux débats et je pense que toutes ces périodes-là pour l'Alsace n'ont pas été fécondes. Retour d'autonomisme pour vous? Oui, ou de tentation, mais c'est surtout ces frustrations, c'est toujours ce sentiment qu'en Alsace, on est méprisé, on est dénigré, Paris nous en veut, nous en voudrait, comploterait du 1er janvier au 31 décembre contre l'Alsace. Tout ça est complètement absurde. Aujourd'hui, les territoires se défendent par eux-mêmes, l'Alsace a des ressources énormes, a des possibilités énormes, et donc de développer, d'entretenir ces vieux ressentiments me paraît pas du tout productif, et c'est un peu une thématique sur laquelle j'écris depuis longtemps, même si ce livre, je tiens à le dire, est d'abord un livre d'amour et de reconnaissance. Moi, je suis éditeur en Alsace, j'ai fait toute ma carrière. J'ai publié des centaines d'Alsatiques, j'ai publié à peu près 2000 auteurs, aussi bien dans les Saisons d'Alsace qu'à la Nuit Bleue. Donc je connais bien cette région, je vois ses richesses et ses talents, et c'est là-dessus qu'il faut jouer, alors que de rappeler toujours les drames. Voilà, le voici le fameux Rotunvis. Oui. Voilà, merci en régie. Qui a été érigé sur le 11 novembre. C'est facile à expliquer, à résumer l'identité alsacienne, quand on sait les rivalités historiques et culturelles entre le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, entre les territoires, les Vosges, l'Alsace du Nord, etc. En quelques mots, on peut résumer ça, ou c'est absolument impossible, il ne faut pas Pour essayer. moi, l'identité alsacienne, c'est une mosaïque. Et je pense que c'est ça, d'essayer de chercher un dénominateur commun. Les Alsaciens seraient comme ceci ou comme cela. Moi, ce que j'ai aimé dans tout mon parcours d'éditeur et de journaliste dans la région, c'est cette diversité alsacienne qui est parfois conflictuelle. Les conflits catholiques protestants, les conflits entre Haut-Rhin et Bas-Rhin, les conflits économiques. C'était une terre de grands conflits sociaux, l'Alsace, il ne faut pas l'oublier. Donc le consensus alsacien n'a jamais existé. Alors il y a une spécificité alsacienne quand même. Quand on se replonge dedans, vous revenez sur des périodes 1993. Alors c'est effectivement très vieux.
et notamment sur la crise de 93 qui touche l'Alsace, ça touche les exportations, ça touche le chômage, en fait ça touche la France, hein, mais ça arrive finalement chez nous. Et vous dites l'Alsace se croyait épargnée, comme ce qui arrive aux autres ne pouvait pas nous arriver. Oui, il y avait ce sentiment qui est assez étrange d'une exception alsacienne. On serait différent des autres. Alors ça crée pas une identité, ça crée plutôt une frustration et à mon avis de l'irréalisme. On n'est pas différent des autres. Les Français sont à peu près tous pareils malgré ou à cause de leurs différences. En Europe, c'est pareil. Je vais rebondir là-dessus parce que je m'en souviens très bien. J'ai commencé ma carrière de journaliste à ce moment-là, dans cette période-là. Et je me souviens très bien d'élus locaux qui revendiquaient cette exception alsacienne. En Alsace, le chômage est moins fort, on est mieux. Il y avait ce côté, c'est pas chez nous. Donc quelque part, ces élus qui aujourd'hui sont encore souvent au pouvoir, ont participé à ça. Oui, et comme il a été très difficile d'expliquer pourquoi l'Alsace, terre d'exception, soudainement se retrouvait avec les mêmes taux de chômage que le reste de la France, il fallait bien trouver un bouc émissaire. Et pas se dire on a peut-être mal fait, on a peut-être trop désindustrialisé, on a peut-être été trop laxiste sur un certain nombre d'abandons de pans économiques, etc. Et donc là, on a cherché des boucs émissaires. C'est assez facile, ça crée en effet un électorat, c'est toujours la faute aux autres. Et moi, je trouve ce qui est intéressant en Alsace, ce sont les micro-enthousiasmes, les micro-engagements, tout ce qui fait la richesse alsacienne qu'on connaît bien, et une chaîne comme la vôtre la met en avant régulièrement. Et on a du mal à définir justement des positions communes. Je souhaite bien du courage aux nouvelles institutions qui se mettent en place pour définir ne serait-ce qu'un siège unique. On voit très bien où on en est aujourd'hui. C'est intéressant parce que... Il a été annoncé rapidement à Strasbourg et du coup, Mulhouse a dit non, pas du tout, rien n'est décidé. Voilà, 1995, c'était il y a 23 ans, hein, ça ne nous rajeunit pas. Vous écrivez, pour la première fois de son histoire, l'Alsace doit se définir par elle-même. Il faut réinventer l'Alsace. Finalement, on se dit que ça n'a pas trop vieilli, quoi. Non, c'est ça. On y est encore maintenant. C'est à la fois rassurant, amusant, mais moi je pense que c'est quand même un peu inquiétant. Le débat collectif alsacien n'existe pas. Il est vraiment confisqué par de tout petits groupes de militants. Et du coup, les gens intéressants de cette région se désintéressent. Est-ce qu'il y a un grand universitaire aujourd'hui, un grand chef d'entreprise qui vraiment se mobilise pour des débats sur l'Alsace? Non, ils sont plutôt à l'écart. Et ça, je pense que c'est une perte, c'est même un risque. Le débat alsacien, aujourd'hui, est confisqué. Le débat alsacien est appauvri. Et je pense qu'il faut, et c'est un peu la thématique de ce livre, il faut réinventer un débat alsacien, il faut mettre en avant des talents nouveaux qui ont un regard beaucoup plus ouvert à 360 degrés. C'est du populisme de bas étage, pour caricaturer un peu, quand on voit aujourd'hui, on parle du monde, de l'Europe, etc., d'une ouverture, et certains groupes qui veulent se renfermer ou qui demandent à se renfermer. Est-ce que pour vous, c'est du populisme ? Il y a une dérive possible en Alsace. Il y a un vote extrémiste extrêmement important, on le sait, depuis les années 95. D'ailleurs, Le Pen se rappelle à notre bon souvenir là-dedans, avec les scores de dictateurs africains. Il y a une tradition, il y a une tentation extrémiste qui vient justement de ce refus de comprendre qu'il y a une crise de l'Alsace, et on cherche des boucs émissaires, c'est Paris, c'est les immigrés, etc. Alors qu'il y a des considérables ressources ici. Quand on voit comment le monde, par exemple, de la restauration, de l'hôtellerie se réforme, se rénove, est extrêmement dynamique, on a là des exemples de dynamique au Rhin-Bas-Rhin, de dynamique collective qu'on a du mal à mettre sur d'autres terrains, et c'est ce que je regrette. Et même si, pour moi, ce livre n'est pas un livre pessimiste ou un livre d'inquiétude, c'est un livre de mobilisation, de réveil et puis d'incitation au dialogue, à la discussion. Bernard Remeau, Où va l'Alsace? Des chroniques intemporelles écrites il y a une vingtaine d'années et toujours d'actualité. Vous restez bien sûr avec nous. Vous savez que tous les mardis, nous recevons avec grand plaisir la présidente de Femmes de Foot. Mais non, je déconne, Sabrina. Je suis super content que tu sois là. Moi, j'espère bien. Surtout que vous mettez des gens à l'honneur et ce sont souvent de très belles initiatives. Hein. Oui, Lionel, ce soir, je reçois un jeune homme qui se bat tous les jours contre la maladie. Mais pas que. Il a surtout décidé de se challenger, de se dépasser physiquement et de rallier Paris depuis Colmar en marchant. Voilà, Tanguy, est-ce que tu veux l'accompagner? Strasbourg-Colmar, Paris-Colmar? Colmar, Paris, en marchant, à pied, en moins de 12 jours. C'est un vrai message d'espoir qui vient nous livrer ce soir. Jérémy, bonsoir. Vous souffrez de sarcoïdose depuis 10 ans. Alors, il faut nous expliquer ce qu'est cette maladie. En fait, la sarcoïdose, c'est une maladie qui attaque le système immunitaire par le biais de ganglions ou de nodules qui vont se mettre sur différents organes et les fragiliser. Donc généralement, ça touche beaucoup les poumons, mais ça peut toucher les yeux, le cerveau, le cœur, les muscles. C'est fait partie des maladies rares. On n'a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement du coup? Aucun traitement.
Mais par contre, on utilise des corticoïdes pour faire baisser les effets de cette maladie, pour pouvoir mieux respirer. Et comme dit, ouais, c'est pas encore au goût du jour cette maladie. Et au niveau de la médecine, on est encore un peu perdu sur la sarcoïdose. Et du coup, comment c'est venu cette idée de faire une marche? Parce que c'est vrai qu'on s'ouvre des poumons et puis on se dirige vers quelque chose de très sportif. C'est un exploit, Pourquoi une marche? Justement, la marche, parce que quand on peut marcher, on peut faire beaucoup de choses. Beaucoup aussi un message d'espoir. J'ai voulu vraiment passer un message d'espoir, montrer que même malade, on peut faire les choses, on peut y arriver, on peut se battre. Montrer aussi aux gens qui parfois sont en bonne santé, arrêter de se plaindre pour rien et faire et avancer. Il nous fait la leçon un peu. Là, c'est bien, il a raison. Vraiment montrer, en fait, c'est vraiment un message de solidarité et d'espoir. C'est vraiment montrer qu'on peut quand on veut. Et il y a une phrase qui dit l'espoir fait vivre. Et moi, je dis toujours pourquoi on ne vivrait pas pour aller percer cet espoir. Et moi, mon espoir est de passer ce message. Ce beau message, en fait, de se bouger. Ouais, parce que vous n'avez pas une association, c'est une cause, c'est vraiment sa cause. Comment on se prépare physiquement aussi, du coup, parce que vous avez un entraînement particulier depuis quelque temps? Alors ouais, je vais en salle de sport. Ça a été très difficile, parce qu'après 10 ans, les muscles se sont un peu atrophiés, donc il fallait de nouveau les réentraîner. Vous êtes jeune, vous avez 30 ans. Hein. J'ai 30 ans. Jeune, oui. Salopard. Ça, c'était pour le patron. C'est pas très sympa de parler comme ça du patron. En fait, ouais, ça a été difficile de se remettre parce que même les poumons, on voit qu'on a du mal à respirer encore sur les machines. Donc, c'est plusieurs fois par semaine déjà réapprendre à respirer correctement, ouvrir la cage thoracique et surtout les muscles, réentraîner les muscles des jambes qui se sont beaucoup atrophiés avec les années, quoi. Vous pourriez emmener le patron avec vous dans la salle de sport. Ça avec ne plaisir. Pas de mal, hein, en termes de logistique, parce qu'en fait, il va y avoir à peu près 500 km quand même à marcher. Vous n'êtes pas seul sur un projet comme ça. Il y a quoi? Des infirmières qui vont vous suivre? En fait, je vais avoir une voiture à l'arrière avec de l'intendance, avec une infirmière qui me mettra en perfusion le soir pour récupérer, un kiné et puis une petite équipe qui vont relayer ça sur les réseaux et me suivre tout au long du parcours. Alors, les réseaux, il est fortiche. 64 000 followers entre Instagram... Non, mais c'est... Voilà. Il travaille bien à sa cause. Ouais, c'est respect. Franchement, moi, j'ai rien à côté. Instagram et Facebook, 64 000 aujourd'hui. Vous pourriez faire quelque chose pour Femmes de Foot pour que je vous n'avez pas besoin de moi, je pense. Non, mais ça serait bien. Non, mais notamment, Jérémy met ses bilans médicaux aussi en ligne. Pourquoi c'est une thérapie pour vous? C'est une manière d'être un peu spectateur de votre maladie ou de... Non, c'est pas ça. Mais au jour d'aujourd'hui, quand on veut faire passer un message, souvent, désolé, mais avec l'écriture... Voilà, quand on a un message, l'écriture, il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus lire. Ils veulent vraiment quelque chose d'action, de se mettre un peu en avant, surtout pour les jeunes. Et c'est vrai par rapport aux vidéos et par rapport au rendez-vous médical, je peux faire passer beaucoup de messages. Et c'est vrai qu'ils accrochent beaucoup plus quand on est vis-à-vis des vidéos, quoi. Et vous donnez du coup beaucoup d'espoir aussi, parce que vous recevez des messages où les gens vous disent tiens, je me mets au sport. Voilà. Je reçois beaucoup de messages de gens qui sont à l'hôpital, qui depuis longtemps n'ont plus remarché, des gens qui ont des scléroses en plaques, qui sont aussi en fauteuil et qui s'entraînent avec la chaise pour venir marcher quelques mètres avec moi, quoi. Donc les réseaux, il est super fortiche, mais il a aussi un comité de soutien avec des personnalités telles que Candeloro. On va voir un petit extrait du message qu'il vous délivre. J'aimerais vous parler d'un monsieur qui s'appelle Jérémy, qui se prépare à un énorme défi, c'est-à-dire voyager, courir, marcher pour respirer. C'est le combat de sa vie, 500 km entre Colmar et Paris. Donc je vous demande de le soutenir pour cette grande aventure qu'il se prépare à faire très prochainement. Voilà, c'est un beau cadeau de Candeloro qui vous suit. Autre cadeau, puisque Femmes de Foot a décidé de vous faire une petite surprise aujourd'hui avec Sabrina, et de rajouter à votre comité les joueurs du Racing. On va regarder ces petites images et on en parle après. Salut Jérémy, ça va? Bon courage à toi pour ton magnifique défi que tu dois faire. On a appris ça et on est tous touchés. L'association Femmes de Foot s'allie à toi parce que ce que tu vas faire c'est assez exceptionnel. Relier Colmar à Paris à pied, c'est pas évident. Donc encore félicitations et bon courage à toi. Ouais, bon courage. Il y aura beaucoup de montage. J'espère qu'on verra ton défi réussi et à bientôt au Racing. Bye bye. On va te suivre. Hein. Allez. Et on est de tout cœur avec toi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Salut Jérémy, ici Kader Mangane, parrain de l'association Femmes de Foot et du Racing. Alors Jérémy, votre combat nous a vraiment touchés et on voulait vraiment vous dire que nous sommes derrière toi à fond et nous vous soutenons surtout sur votre rallye Colmar-Paris
Allez Jérémy, courage, on est tous avec toi, Association Femmes de Foot Kader Mangane. Voilà, c'était la petite surprise. C'était une demande aussi de votre part. Vous êtes un vrai footeux. J'ai un autre petit cadeau aussi dédicacé. Vous pourrez le porter sur le parcours, j'espère. Excellent. Par les joueurs du Racing. Bon entraînement, parce qu'il y a quand même, j'ai calculé à peu près 40... Il y a combien de kilomètres par jour? 40 km à peu près. 40 km 40 par jour. kilomètres. C'est ça. Bon, mais il s'entraîne, il est affûté, il va réussir le pari. Et voilà, beau challenge en tout cas que vous relevez. Et on peut le suivre sur Facebook, Marcher pour respirer, Instagram, pour prendre des nouvelles. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, vous restez avec nous à suivre, c'est Claudine Villeman. Alors vous préparez déjà Noël, on voit les machines à coudre, on a bien compris ce que vous faites dans la vie, c'est la maison de la machine à coudre et à repasser. Comment ça va se vendre à Noël? Comment est-ce qu'on envisage ces courses? C'est juste après la pause. Et on parle de commerce avant Noël. Avec nous, Claudine Villeman, de la maison de la machine à coudre et à repasser. Comment allez-vous? Très bien, merci. Quand vous vous déplacez, c'est toujours avec une machine à coudre. Elle est déjà sur le plateau. En général, nous sommes entourés de machines à coudre, c'est vrai. Voilà, il y en a combien chez vous? Il y en a 85 modèles exposés. D'accord, alors on a quelques images. On va de suite voir, au moins, on saura de quoi on parle. Voilà les 85 modèles exposés. Quand vous m'avez ramené ça, je vous ai dit, je vous ai dit que je vous avais autorisé une petite. Oui, et c'est la plus petite. Celle qui est sur ce plateau-là aujourd'hui. Voilà. C'est celle qu'on est en train de voir d'ailleurs là. C'est la plus petite pour adultes. Voilà, qu'on voit à l'antenne. Noël. Tu peux repartir avec à la fin de l'émission. Noël, c'est aller dans un mois et demi maintenant. Oui. Quand on est, comme vous, commerçante, on donne des cours, on a vraiment un showroom voilà, assez grand. On prépare déjà Noël maintenant? Oui, nous nous préparons pour les machines plaisir, parce que Noël, les femmes se font plaisir. Ce sont bien sûr les machines utilitaires, mais toujours avec un peu de broderie pour Noël. Et aussi les petites combinées, une par exemple, c'en est une, qui fera de la très belle couture et qui est transformable en brodeuse. Avec ça, donc, on arrive à travailler. En fait, ce sont deux machines dans une machine. Et avec ça, vous pouvez broder ce que vous voyez là. On peut également coudre, et même des vêtements extrêmement épais, extrêmement durs. C'est la période où vous vendez le plus de machines? Oui. Noël est très fort. C'est quoi le prix? Les femmes se font plaisir. Le prix d'une machine, on va dire, abordable pour commencer un petit peu à se faire plaisir, genre celle que vous avez ramenée. Alors, à partir de 300 €, on peut dire que les machines travaillent bien. Ça va? Et à partir de 300 €, oui. Moi, elle travaille très bien. Vous parlez de plaisir pour une machine à coudre, je suis sûr que si j'offre ça à Sabrina, elle me le jette à la figure. Oh, pas forcément. Non, pas forcément. Parce qu'offrir une machine à coudre à une femme aujourd'hui, ça pourrait être, justement, c'est pas tendance, c'est pas moderne. Si. C'était il y a 20 ans, il y a 30 ans, aujourd'hui les femmes sont libres, elles vont au supermarché. Alors, c'est un nouveau tendance. C'est un nouveau tendance. Et ce qui nous surprend, ce sont les jeunes qui viennent. Ce sont les jeunes qui viennent prendre des cours de stylisme, parce que nous avons un atelier de stylisme qui tourne très bien. Nous avons également un atelier de décoration. On leur apprend à faire des sacs, on leur apprend à faire des patchwork, des coussins, des petits doudous pour les enfants. Et tout ça, c'est donné à la maison de la machine à coudre. Et là, nous avons beaucoup de jeunes qui viennent, par exemple, le samedi matin. C'est un des seuls jours où les jeunes peuvent venir. Et ça permet à ces jeunes de se lancer dans la couture. C'est toujours très surprise, parce que souvent la maman arrive et dit « moi je ne sais rien faire, mais ma fille va apprendre ». Et c'est vrai qu'on a l'image. Et ça, c'est le nouveau siècle de la machine à coudre. De la broderie, voilà, de nos papas et mamans, etc. Aujourd'hui, les jeunes qui viennent, c'est pour fabriquer leurs fringues, c'est pour retravailler. Oui, et nous avons des logiciels qui permettent à ces jeunes de travailler des broderies contemporaines, par exemple, de les insérer avec une clé USB dans la machine. Et la machine brode. Ah ouais, ça donc c'est la création, oui, c'est la création totale et contemporaine. Pour les tatouages de Nico Riffel, voilà. On peut les broder. Il pourrait se faire. Je vois bien passer son bras là-dessous. Voilà. Tenez juste, Sabrina, prenez le petit Mickey. J'ai vu tout à l'heure que vous étiez très intéressée par ça. Alors, comment on fait ça? Alors ça, c'est une brodeuse qui dispose d'un plateau un peu plus large, évidemment, puisque le petit Mickey n'est pas si petit que ça. Et donc, on lance le programme qui est dans la machine, ce Mickey est dans cette machine, et à chaque zone de couleur, elle s'arrête. Je peux mettre la tête de Lionel sur un t-shirt, Lionel Augier, machin. On peut lui broder un petit Mickey. Et attends, broder, c'est pas imprimé. C'est brodé. Au fil d'or. Voilà, on peut broder au fil d'or aussi. Et donc, à chaque zone... Non, c'est facile. La machine fait tout seul. Il suffit de changer les zones, la couleur. Et la machine redémarre, coupe les fils. Elle coupe les fils automatiquement, même la petite.
Et elle termine, et quand elle a fini, elle nous dit « j'ai fini ». Votre idée, c'est évidemment de vendre des machines à coudre comme tout bon commerçant. Oui. À côté de ça, aujourd'hui, vous développez les cours à côté, c'est ce que vous Absolument, les cours ont lieu tous les jours. Et nous en faisons même en nocturne également, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent et qui ne peuvent pas venir dans la journée. Et j'ai découvert que les nocturnes sont intéressants pour le cours du stylisme. Voilà. Vous aviez fait également le trophée qualité accueil. Hein. Oui, voilà. Ah oui. Et vous aviez eu un prix. Oui. Voilà, c'est un challenge qui est important pour un commerçant. C'est très important, oui. Nous sommes des commerçants artisans aussi, puisque nous sommes inscrits aux 2 chambres. Donc vous avez le feedback, comment est-ce qu'on reçoit les gens avec le client mystère, etc. Oui, parce que je crois que nous sommes les premiers dans cette profession à avoir bénéficié de ce prix. Et nous avons un centre complet. Donc la vente, évidemment, c'est très important, mais il y a aussi un grand atelier de réparation. Ça, c'est encore aussi important que la vente, parce qu'il y a de moins en moins de magasins avec atelier. Le service après-vente est quelque chose de compliqué dans cette profession, parce que les techniciens ne sont pas formés en France. Il faut les envoyer à l'étranger. Et là aussi, ça devient même de plus en plus rare. Voilà. On comprend, Claudine, que vous êtes une passionnée de la machine à coudre. Voilà. Vous êtes née dedans. Je suis née dedans. Mais vous faites vos habits aussi? Oui, j'en fais pas mal, oui. J'en fais pas mal. Aujourd'hui, à Strasbourg, nous avons 2 fois par an le marché du tissu. Il y a encore des magasins de tissus, bien entendu. Et puis il y a aussi le web. Hein. On peut commander des tissus par le web aussi. Et donc, c'est très varié. Et ben, vous savez les femmes trouvent. Aujourd'hui, Tanguy Flores m'a dit, tu as Claudine sur le plateau, ça tombe parfaitement bien. C'est ce que j'ai dans l'actualité de Chap. C'est ce qu'on retrouve maintenant. Claudine, est-ce que vous connaissez Adeline Ziliox? Non, pas encore. Elle est un peu dans votre univers. C'est une créatrice de mode, une styliste. Oui. Elle a son atelier à Strasbourg et elle fabrique donc des fringues. Voilà, des fringues, des accessoires. Très talentueuse. Très talentueuse. Elle a une ligne plutôt moderne et elle est tellement talentueuse. Elle a aussi une bonne paire de coronesses. Pourquoi? Parce qu'elle va se lancer pour la première fois à la Paris Fashion Week. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il en faut quand même énormément de courage pour se lancer là-dedans. En 2 mois, elle va lancer une ligne de haute couture. Elle a été repérée par un homme d'affaires américain lors d'un de ses défilés. Mais il lui faut quand même un petit peu d'argent pour financer ses matières, voilà, le travail, les recherches, les mannequins, etc. Donc elle lance une campagne de financement participatif sur Ulule, toutes les infos sur Chap. Et je l'ai rencontrée lors d'une soirée privée. Tu te rends compte, la classe, champagne, machin, petit four, mannequin. Évidemment, j'y suis allé. Ah oui. Bah quand même, un journaliste quoi. Oui. Et ben voilà. Et ben je l'ai rencontré. Il a l'air atterré. Il est atterré, Bernard Revault. C'est du charme du métier. Ça fait partie du charme du métier. C'est pour ça qu'on aime ce métier. Adeline Ziliox, au mois de janvier, on te dit merde pour la Paris Fashion Week. C'est une fierté, c'est un rêve et je veux montrer aussi que tout est possible et de faire rayonner l'Alsace sur les podiums parisiens. Je pense que c'est aussi un challenge parce que c'est vrai qu'on s'imagine toujours que la Paris Fashion Week c'est soit les créateurs parisiens ou internationaux, mais il y a aussi des talents dans les provinces et je pense que c'est important de représenter aussi sa région sans être chauvin, mais c'est important de représenter sa région et de montrer aussi qu'il y a des talents en province et qu'on peut y arriver et qu'on peut potentiellement faire une couverture de Paris Match en venant de Strasbourg. Donc c'est une collection que je vais entièrement créer. J'ai déjà commencé à travailler dessus parce que je suis une passionnée et que j'aime les défis. Même si j'ai pas encore l'argent pour le faire, je le fais quand même avec les moyens du bord, les perles que j'ai encore en stock, etc. Je suis une challengeuse quoi. Donc je fonce et même si le Ulule ne se concrétise pas, je le ferai quand même. Vous me verrez quand même sur les podiums à Paris. Voilà, et je vous invite, c'est top, et je vous invite à télécharger l'application Chap sur toutes les plateformes pour toutes ces informations que propose l'équipe de Tanguy. Autre actualité, ouais, Tanguy, autre aventure, c'est le chat dans l'armoire. Ouais, c'est la même idée qu'Adeline, c'est une jeune femme qui s'appelle Emma. Emma s'est lancée il y a 4 ans dans des bougies parfumées. Naturelle, elle fait ça aussi dans un petit atelier à Strasbourg, à côté de la place des Halles. Elle fait sa propre cire, ses propres parfums, elle bosse avec des parfumeurs. Et maintenant, elle va se lancer dans les cosmétiques naturels.
avec une démarche, il n'y a pas de cochonnerie chimique dedans, on ne teste pas sur les animaux, c'est vraiment extrêmement poussé, ce sera lancé au mois de décembre. Elle aussi, elle lance une campagne de financement participatif, elle a besoin d'un petit coup de main pour terminer son laboratoire, les normes sont incroyables à respecter, et pourtant c'est une vraie passionnée, elle a fabriqué ses premiers cosmétiques à 15 ans. Ah ouais. À 15 ans, et depuis, elle est à fond là-dedans. Regardez, je l'ai rencontrée. Alors les bougies, ça permet de créer une ambiance. Et c'est quelque chose aussi qui parle à énormément de personnes. Des gens apprécient beaucoup d'avoir un intérieur parfumé, ça va leur rappeler des souvenirs souvent d'enfance. Nous, on part sur une base de cire végétale, de soja principalement et de colza. Là, je fabrique tout, donc je pèse, je fais fondre la cire, je mélange les parfums. Je travaille aussi les parfums avec des parfumeurs du sud de la France et aussi du nord de la France. J'apprécie énormément Sillage. C'est un parfum que j'écrirais comme étant un peu masculin. On a des notes hespéridées en tête, des bois blonds et une touche de poivre. On va avoir des savons saponifiés à froid, sur gras. On va avoir aussi des cosmétiques pour le visage, dont une huile démaquillante qui va s'émulsionner à l'eau. Donc j'ai aménagé l'atelier pour qu'il corresponde aux normes en cours et pour les labos. Les cosmétiques, en réalité, c'est le projet initial. C'est ce que je veux faire depuis très très longtemps. J'ai commencé à fabriquer des cosmétiques déjà à l'âge de 15-16 ans. Au début, je ne pensais pas forcément faire mon métier et les vendre. Et puis petit à petit, l'idée a fait son chemin dans ma tête. Et lorsque je me suis retrouvée nouvelle arrivante à Strasbourg, au chômage, je me suis dit il faut que je fasse quelque chose, je vais être dans l'action. Et le temps de mettre en place le labo, je me suis dit je vais commencer les bougies. Voilà, et elle vit de sa passion. Elle vit de sa passion et premier week-end de décembre, deuxième week-end de décembre, elle va participer au marché des créateurs à Strasbourg, rue du Faubourg de Pierre. Voilà, il y a des talents en Alsace, comme disait... Il y a des sacrés talents, ça. Incroyable. Voilà. Il y a des talents en Alsace, Bernard Renaud. Oui, plein. Voilà. C'est bien de les mettre en avant. Voilà, ce qui change par rapport à ce livre, c'est que c'est les startups d'aujourd'hui. C'est ce monde connecté, en fait, qu'on retrouve absolument pas dans ce livre, parce que voilà, c'était une Alsace qui a à peine 25 ans, mais il y a beaucoup de choses finalement qui restent. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonne chance, Jérémy, pour le Colmar Paris que nous expliquait, que nous détaillait tout à l'heure Sabrina. C'est pour en plus la bonne cause. Marchez pour respirer, mettez-vous en forme pour réaliser tout cela. Et merci à vous, Claudine. Nous repart dans l'actualité avec une sorte d'hommage à la Grande Guerre. On part au Vieil Armand à la découverte du travail de mémoire qui est réalisé sur cet important champ de bataille. C'est la une du Tour des Cantons. Et je vous retrouve demain 19h. Salut. Aujourd'hui, on peut entendre le chant des oiseaux. Il y a tout juste 100 ans, le bruit de la canonnade vous aurait rendu fou. Nous sommes sur le Vieil Armand et de nombreux vestiges témoignent encore de la dureté des combats de la Première Guerre mondiale. Surnommée la mangeuse d'hommes par les soldats, la colline domine la plaine d'Alsace et les lignes d'approvisionnement du front allemand autour de Mulhouse. Un objectif stratégique pour les deux camps. Ainsi, son sommet changea de camp 8 fois au cours de meurtrières offensives où chaque mètre gagné l'était au prix du sang. Aujourd'hui, le champ de bataille est un musée à ciel ouvert, autant qu'un important lieu de mémoire. Nous avons eu des combats très très douloureux, donc il y a eu beaucoup de victimes, 30 000 victimes sur le site, et donc nous surplombons la plaine d'Alsace, donc avec le cimetière, la nécropole française que vous avez ici, avec la croix du sommet, le drapeau français puisque c'est une nécropole française, le monument national qui se trouve derrière nous, donc c'est un triptyque en fait, champ de bataille, monument national et tout récemment, comme beaucoup l'ont vu, d'entre vous ont suivi l'inauguration de l'historial franco-allemand de la Grande Guerre, qui est une pièce maîtresse ici, mais sans prendre le dessus tout de même de ce monument national, qui est l'un des 4 monuments nationaux de la Grande Guerre. Dès l'après-guerre, le site est consacré à la mémoire des soldats tombés pour la France. Les croix de bois deviennent des croix de pierre, une crypte et un ossuaire sont construits. En 1932, le monument national est inauguré. Dans ce secteur agité du front des Vosges, on conserve encore une mémoire aiguë des tragédies qui ont déchiré notre région.
Nous avons un territoire qui a beaucoup souffert de ces allers-retours entre l'Allemagne et la France, que ce soit donc en 1870, lors de la Grande Guerre, bien après, en 39-45. Et nous avons toujours autour de nous des personnes qui sont très très impliquées dans la défense de cette mémoire et dans la nécessité de la faire perdurer. C'est important que ce travail de mémoire puisse se pérenniser avec nos enfants, parce qu'on dit toujours que c'est finalement dans la mémoire qu'on puise la force de vivre le futur. Et je crois que c'est important que nos enfants aient conscience également de ce qui s'est passé pour comprendre le présent et préparer l'avenir. En 2008, en prévision des cérémonies du centenaire, le site est restauré. Un parcours pédagogique est créé sur le champ de bataille, le sentier est sécurisé, le monument national et la crypte sont rénovés et surtout un historial est construit. 7,8 millions d'euros investis par l'Union européenne, la région, les États français et allemands et enfin le conseil départemental. Alors l'idée c'était un travail civique mais aussi historique et culturel également parce que ce site existe. On a ce devoir de mémoire envers nos anciens mais aussi de transmission pour nos générations, nos jeunes générations. Le département du Haut-Rhin a contribué à sa rénovation depuis 2009 sous l'égide du comité du monument national et a participé à hauteur de 1,2 million à sa rénovation. C'est très important pour le conseil départemental de participer à ces opérations, ces grandes opérations qui sont dédiées à la mémoire d'une région. Sur le plan pédagogique d'abord pour les enfants, parce qu'il y a des grands programmes qui initient les jeunes au parcours de la région, et aussi pour l'ensemble des citoyens et des touristes qui pourraient arriver sur ce site en prenant bien compte de tout ce qui s'est passé ici pendant les moments tragiques qu'a connu notre région. Derrière les enjeux de mémoire, celui plus terre-à-terre du tourisme. Si jusqu'à ces dernières années, le tourisme de mémoire concernait surtout les passionnés, aujourd'hui les sites comme celui du Hartmannswillerkopf attirent un public large et divers, un atout pour l'économie du territoire. C'est vraiment un site stratégique et emblématique pour notre tourisme au niveau du canton de Cernay. Bien que nous sommes un petit peu à mi-chemin avec notre canton voisin, mais je crois que c'est vraiment un site phare dans l'organisation touristique du secteur, autant pour la clientèle orinoise, alsacienne, nationale, mais également internationale. Et la fréquentation actuelle le prouve. Il y a un passage très très important de visiteurs qui explorent le site dans sa globalité, qui fréquente également le nouvel historial. C'est là qu'ils découvrent effectivement l'histoire de notre canton. Ouvert depuis le 3 août 2017, l'historial offre une vision élargie sur la Première Guerre mondiale, tout en expliquant les événements propres au Vieil-Armand. Un beau succès public avec près de 60 000 visiteurs sur la dernière saison. Inauguré par les présidents français et allemands, le musée offre une approche franco-allemande des événements. Ça a été un travail important donc de conception, de réflexion, de travail et de pensée aussi. Par exemple, les textes que vous avez, les présentations qui vous ont faites ne sont pas simplement françaises ou allemandes, mais c'est vraiment un travail, un co-travail qui a été fait, un comité scientifique co-présidé par des universitaires et des chercheurs français et allemands pour arriver à faire passer un message compréhensible et respectueux de ce qui s'est passé sur le site. Champ de bataille terrible de la Première Guerre mondiale, témoin d'une époque où Français et Allemands réglaient leurs différends dans le sang, le Vieil-Armand est aujourd'hui un important symbole de réconciliation entre nos deux pays. Pas moins de 3 présidents, 2 Français, 1 Allemand, s'y sont retrouvés pour sceller leur amitié. Au-delà de l'impact local ou régional de ce haut lieu de mémoire, il y a un enjeu qui est très important, c'est celui de la collaboration entre la France et l'Allemagne. En fait, ces deux pays qui se sont redonnés la main pour construire ce lieu de mémoire se rencontrent souvent ici. Et pour moi, c'est un marqueur très très fort que ces deux nations se rencontrent ici, par exemple au Hartmannswillerkopf, mais aussi sur d'autres lieux en Alsace. Mais notamment pour le département du Haut-Rhin, qui œuvre aujourd'hui justement à la proximité de ces deux pays, c'est très très important d'avoir un élément commun, neutre, sur la mémoire du passé des deux pays. Un rapprochement indispensable pour construire un monde où l'on ne verra plus fleurir les croix de bois dans nos campagnes.